Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet central qui est celui de l'alliance entre la Russie et l'Algérie. Est-ce que la Russie est encore l'allié d'Alger, mes amis? C'est une vraie question, mais avant cela, ce que je vais vous demander, mes amis, c'est de vous abonner. Vous êtes des dizaines de milliers maintenant, vous êtes des centaines de milliers de personnes à avoir regardé mes vidéos, mais nous ne sommes que 10 000, un peu plus de 10 000. Alors je vous remercie d'avoir passé le cap des 10 000, mais désormais on vise évidemment les 20 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, pourquoi pas, hein, on a le droit de rêver. Et je vous invite donc juste à vous abonner, donner un petit clic ici en dessous à la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, également mettre un j'aime et un commentaire. Et surtout, j'instaure une nouvelle règle qui est: je lis effectivement tous vos commentaires, je ne réponds pas à tous parce que je n'ai pas forcément le temps. Néanmoins, ce que je vais faire, c'est pour faire les prochaines vidéos, je regarderai les sujets que vous allez proposer dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, laissez un commentaire, dites le sujet de la prochaine vidéo, en tout cas celui que vous souhaiteriez voir abordé, et je jetterai un coup d'œil pour choisir mes prochains sujets. Et mes amis, on va rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. La Russie est-elle encore l'allié d'Alger? On a vu quelques événements récemment qui nous ont fait douter en fait de cette alliance qui est pourtant un partenariat stratégique. On va revenir très rapidement sur le cadre de cette alliance. Alors, il y a maintenant un peu plus d'un an, en juin 2023, le président Abdelmadjid Tebboune s'est rendu en Russie, à Moscou précisément, à l'invitation de Vladimir Poutine, et a renouvelé le partenariat stratégique qui lie l'Algérie et la Russie. En plus de cet accord de partenariat stratégique, il y a également eu la participation au Forum économique algéro-russe et également, ça c'est beaucoup plus symbolique mais tout aussi important, une stèle commémorative de l'émir Abdelkader qui a été donc placée à Moscou et qui a été inaugurée par le président Abdelmadjid Tebboune. On pourrait donc se dire que les relations algéro-russes sont au beau fixe, hein, c'est assez évident. Et puis surtout, on la vante. Qu'est-ce qu'on la vante, cette alliance algéro-russe? Et pourtant, il y a des choses qui viendraient la nuancer un tout petit peu. En avril 2024, on a eu la visite de Mikhail Bogdanov, hein, qui est donc le vice-secrétaire, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui s'est donc rendu à Alger, qui a renouvelé la confiance qu'il avait donc entre l'Algérie et la Russie et qui a vanté une nouvelle fois ce partenariat stratégique. Encore une fois, on se dirait: quelles relations exceptionnelles, elles sont au beau fixe, alléluia, hein, si je puis dire. Et en juin 2024, vous avez même eu la visite de M. Volodine, qui est le président de la Douma, c'est-à-dire de l'assemblée la plus importante en Russie. Il s'est donc rendu à Alger, on pourrait se dire, là encore, formidable. Et en août, il y a quelques jours en vérité, vous avez eu quelque chose d'assez symbolique également, puisqu'une frégate russe a fait escale à Alger. La frégate s'appelle l'Admiral Grigorovitch, si j'ai bien compris. Et cette frégate, en fait, c'est symboliquement assez intéressant, puisque ça démontre aussi une coopération sur le plan militaire. Et on va en parler de cette coopération sur le plan militaire. Donc, mes amis, dans un premier temps, on ne peut que vanter la fameuse alliance algéro-russe, qui est effectivement assez intéressante, qui prend plusieurs formes, et les visites de chaque dirigeant d'un côté et de l'autre, hein, à Alger ou à Moscou, démontrent que oui, il existe une alliance algéro-russe. Ok, jusque-là, mes amis, on peut dire que c'est assez intéressant. Alors, on va venir la nuancer avec un petit élément, hein. La Russie n'a pas réussi à imposer la candidature algérienne pour intégrer le groupe des BRICS. L'Algérie n'a pas réussi à intégrer le groupe des BRICS à cause de l'opposition très vraisemblablement de l'Inde, qui est un pays extrêmement favorable à la cause de l'État d'Israël, et l'Algérie étant un très bon partenaire de la Chine. Eh bien, vous savez, hein, la Chine et l'Inde sont relativement concurrentes, hein, alliées sur certains sujets, la dédollarisation notamment, mais concurrentes sur tout un tas d'autres sujets. Et dans le groupe des BRICS, l'intégration de l'Algérie aurait donc renforcé la position chinoise au détriment des Indiens, ce qui explique du coup le fait qu'il n'y soit pas rentré. Néanmoins, on peut noter que la Russie n'aura pas réussi à imposer la candidature algérienne. Bon, parlons des sujets qui fâchent. Sur quel sujet l'Algérie et la Russie se retrouvent relativement en désaccord? Alors, nous allons parler du premier sujet qui est évidemment le sujet du Mali. Vous le savez, le Mali est un pays frontalier de l'Algérie qui a connu un
certain nombre d'affrontements entre le nord et le sud, qui sont d'ailleurs encore d'actualité. Et le Mali a connu un coup d'État en 2021, coup d'État qui a mis au pouvoir le Conseil national de la transition que nous connaissons aujourd'hui, dirigé par Assimi Goïta. Vous aviez donc un conflit latent entre le nord et le sud, entre des groupes, certains séparatistes, d'autres clairement terroristes au nord, et le gouvernement de Bamako au sud. Alors, ce qu'il faut noter, sur ce sujet, vous le savez, en septembre 2023, le Mali d'Assimi Goïta a mis fin aux accords d'Alger de 2015, qui étaient des accords dans lesquels l'Algérie avait mis son nez. Pourquoi faire? Eh bien, pour pacifier la zone, en vérité. C'est-à-dire obtenir un accord entre les rebelles terroristes, hein, donc on mettra un tiret entre les deux, puisque je pense qu'il y a un peu des deux, hein, entre les séparatistes terroristes du Nord et le gouvernement de Bamako. Ces accords d'Alger étaient relativement intéressants, puisque dans ces accords d'Alger, il n'y avait aucun fédéralisme, aucune sécession de la part du Nord. Et donc, finalement, c'était assez intéressant sur le plan politique pour le gouvernement de Bamako, puisque ça lui permettait de conserver son unicité territoriale. Alors là, mes amis, c'est là que le bas blesse. Dans les relations algéro-russes, eh bien, la Russie a clairement choisi de ne pas soutenir ces accords d'Alger et d'intervenir avec la compagnie Wagner, hein, qui est donc une compagnie paramilitaire qui a d'ailleurs changé de nom, qui s'appelle l'Africa Corps, qui est un peu l'équivalent russe de Academy, qui était l'ancien Blackwater. Alors, on va voir un tout petit peu les questions des objectifs politiques des différents pays. Alors évidemment, je vous l'ai dit, hein, l'objectif politique de ces accords d'Alger et l'objectif politique à long terme de l'Algérie sur la zone, c'est la pacification du Mali. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'est pas du tout intéressée par le fait d'avoir un espèce d'Azawad indépendant qui pourrait également venir déstabiliser le sud de l'Algérie, qui veut à tout prix préserver ses frontières, et c'est bien normal. Ça, c'est le premier objectif de l'Algérie. Ensuite, vous avez l'objectif du gouvernement de Bamako. Alors, il faut se poser la question, vu qu'ils ont refusé les accords d'Alger dans lesquels il n'y avait aucune confédération à créer, ni même aucun fédéralisme à octroyer, ni même aucune sécession acceptée du nord du Mali, quel est l'objectif d'Assimi Goïta? À mon sens, c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Parce que je pense que l'objectif d'Assimi Goïta est d'obtenir une reddition sans condition et même une espèce de soumission du nord du pays par le sud, c'est-à-dire par le gouvernement de Bamako. Et ça, c'est un objectif politique qui est très dur. En termes de ligne politique, c'est extrêmement violent, puisqu'en fait, un accord politique comme les accords d'Alger aurait permis d'éviter une partition du pays, même sur le plan constitutionnel. Et malheureusement, le gouvernement d'Assimi Goïta a choisi la confrontation militaire plutôt que la solution politique. Et peut-être s'en mordra-t-il les doigts, seul l'avenir nous le dira. Du côté de la Russie, quel est l'objectif de la Russie? Et c'est là qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que les intérêts algéro-russes sont divergents. L'intérêt de la Russie, premièrement, c'est de remplacer la MINUSMA, c'est-à-dire cette opération de l'ONU qui avait lieu sur le territoire malien, et donc de démontrer que les Occidentaux ne sont plus les bienvenus en Afrique, de démontrer également que la France et les États-Unis n'ont plus de zone d'influence en Afrique. On a parlé pendant très longtemps de la Chine-Afrique, et bien désormais on pourrait très bien parler de la Russe-Afrique, hein, en vérité, puisque l'objectif de la Russie est de sortir les Occidentaux et à certains égards de les remplacer. Et c'est là le problème, mes amis, parce que lorsque l'on lutte pour la souveraineté, si c'est pour remplacer l'envahisseur d'auparavant par le nouvel envahisseur, même s'il est plus sympathique, qu'il est blond aux yeux bleus, ce qui est tout à fait très agréable, il n'y a pas de problème, mais sur le plan politique, ça pose un problème de souveraineté. Donc ça, le premier objectif des Russes, c'est de sortir les Occidentaux de la zone. Deuxième objectif des Russes, et je pense celui dont on parle le moins souvent, c'est de mettre la main sur certaines ressources naturelles. Alors, on va zoomer sur deux cas. Vous le savez, les opérations de Wagner coûtent extrêmement cher, en tout cas d'Africa Corps coûtent extrêmement cher, et donc très souvent, ils se rémunèrent sur les ressources naturelles qui se trouvent dans les pays qu'ils soutiennent. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique, et ça a été un succès, hein, il faut le dire, en Centrafrique. Alors les méthodes, encore une fois, hein, sont critiquables, évidemment, mais le résultat militaire en Centrafrique est bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali? Alors déjà, premièrement, ils ont réussi à obtenir l'exploitation d'une mine d'or, qui est la mine d'or d'Intahaka, hein, dans la région donc, du nord, hein, de Gao. Vous savez, il y a 3 régions dans le nord, vous avez Tombouctou, Gao et Kidal, dans la région de Gao. Ils ont réussi à obtenir donc l'exploitation de cette mine d'Intahaka, et désormais, l'objectif de la Russie est de continuer sa mainmise sur les ressources naturelles maliennes, et parmi elles,
la mine d'or la plus connue, la plus importante, celle de Loulo-Gounkoto. Alors, excusez-moi pour la prononciation, n'étant pas malien de naissance, c'est relativement compliqué. Mais alors, cette mine, pourquoi elle est importante? Eh bien, la mine de Loulo-Gounkoto, c'est l'une des 10 mines d'or les plus importantes au monde. D'accord? Déjà, on commence par là. Deuxième chose, elle apporte plus de 15 points de PIB au Mali. C'est-à-dire que le PIB malien, il y a 15 points qui reposent sur cette mine d'or, ce qui est tout à fait énorme, très conséquent. Et cette mine d'or, eh bien, elle est actuellement exploitée par une entreprise canadienne qui s'appelle Barrick Gold Corporation, une entreprise canadienne que les Russes voudraient bien mettre dehors, comme l'ensemble des Occidentaux. Donc vous voyez que le premier objectif des Russes, qui est de mettre dehors les Occidentaux, et le deuxième objectif des Russes, qui est celui des ressources naturelles, en fait, sont assez proches. Problème. Le problème, c'est que le Mali peine à se stabiliser. Il n'y a pas eu de victoire militaire éclair de la part des forces des FAMA avec Wagner, que l'insécurité perdure aux frontières, et on l'a vu notamment il y a quelques semaines avec la défaite de Wagner et des forces armées maliennes à Tinzaouatine. Alors Tinzaouatine, c'est cette ville un peu particulière, puisque vous avez une ville qui est divisée en deux en vérité. Vous avez une Tinzaouatine côté malien et une Tinzaouatine côté algérien. Et vous avez là eu des dizaines de morts côté FAMA et surtout côté Wagner. Vous avez une colonne de Wagner qui a été entièrement décimée. Et désormais, c'est là l'intérêt de voir un peu les petits conflits entre l'Algérie et la Russie. Vous allez voir que c'est assez intéressant. RFI nous a dit, il y a quelques jours, que la Russie cherchait à obtenir la libération de 2 prisonniers russes qui avaient donc été faits prisonniers par le CSP, l'une des organisations du nord du Mali, et que, je vous cite, un pays voisin du Mali sert d'intermédiaire entre donc le CSP et la Russie. Alors un pays voisin du Mali qui soit capable de discuter avec tout le monde, j'en connais pas 1000, à mon sens, c'est l'Algérie. Et si l'Algérie est en train de faire ça, ce n'est pas parce qu'en vérité elle s'entend bien avec les rebelles du Nord Mali. C'est parce qu'en vérité, elle a un partenariat stratégique avec la Russie. Et que la Russie, très certainement, est venue demander l'aide, elle est venue solliciter le soutien d'Alger dans la récupération de ces 2 soldats qui ont été faits prisonniers, mes amis. Et là, franchement, on peut dire que les Algériens, ils ont grand cœur. Parce que franchement, vu le comportement des Russes ces derniers temps en Afrique, je ne sais pas si un autre dirigeant de notre pays aurait aidé la Russie sur ce point. Enfin bref, on verra les résultats. Déjà, premièrement, est-ce que vraiment c'est l'Algérie parce que ça pourrait aussi être le Niger. Bon, on peut en discuter. Ou le Burkina Faso, un des 2 autres pays de l'AES. Mais bon, ça c'est un sujet, on verra ce qu'il en est. Alors, ici, on voit en tout cas qu'il y a une rivalité dans la région entre les vues algériennes et les vues russes, et que l'objectif politique d'Assimi Goïta, soutenu par Wagner, est beaucoup plus dur à obtenir que ce que pensaient ses dirigeants il y a encore quelques semaines, voire quelques mois. Et dans ce dossier-là, l'Algérie joue la carte de la non-ingérence. C'est-à-dire, je ne veux pas intervenir, ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Je ne veux pas être là en train de ramener ma poire. Je vous laisse faire, gérez vos affaires, et puis nous verrons ce qui se passe plus tard. Évidemment, ce que veut l'Algérie, c'est la non-ingérence de tous les acteurs. C'est-à-dire que ce problème qui est malien soit réglé par les Maliens. Maliens du Sud, Maliens du Nord, Maliens du Centre, Maliens de l'Est, Maliens de l'Ouest, peu importe, mais que ces affaires qui sont purement maliennes soient réglées par les Maliens. Et quand Assimi Goïta parle de grandes discussions et de grandes fraternités maliennes et de process de médiation interne au Mali, eh bien, lorsqu'il fait intervenir les troupes de Wagner, en vérité, on peut se poser la question de l'ingérence. Mais encore une fois, c'est au gouvernement malien et aux Maliens eux-mêmes de choisir s'ils veulent l'ingérence d'un autre pays, notamment la Russie, comme d'ailleurs ils l'avaient demandé, faut le rappeler, c'est eux qui ont demandé l'intervention également de la France au Mali à l'époque de François Hollande. Je crois me rappeler que c'était le gouvernement d'Ibeka. Alors, premier dossier, le dossier malien, et déjà des intérêts divergents entre l'Algérie et la Russie. Deuxième dossier, et non des moindres, la Libye. Bon, alors vous le savez, la Libye, c'est ce pays de cocagne, j'ai envie de vous dire, un pays extrêmement riche, qui a été détruit par la France de Nicolas Sarkozy, par la Grande-Bretagne, soutenu par le fameux Leading from Behind, dirigé depuis derrière, des États-Unis d'Amérique, représenté par Barack Obama. Vous savez, Barack Obama, cet homme qu'on nous a vendu comme un grand démocrate, un homme qui allait sauver l'humanité, à qui on a donné le prix Nobel de la paix, alors qu'en fait, en vérité, il a tué plus de musulmans que George Bush, ce qui était quand même relativement compliqué. Bon, la Libye,
vous avez ici une incapacité, un peu comme au Mali, j'ai envie de vous dire, une incapacité d'intervention de l'ONU. Alors les Occidentaux, parce que vous le savez, l'ONU, hein, on peut faire croire que c'est une organisation internationale, en vérité, c'est souvent le nez de l'Occident. Vous avez eu la démission de plusieurs agents envoyés par l'ONU sur place au cours des dernières années. Vous avez eu d'abord Hassan Salamé, le père de Léa Salamé, d'ailleurs le beau-père de Raphaël Glucksmann, vous savez, le candidat français aux élections européennes du Parti socialiste et Place publique, un homme qui a d'ailleurs travaillé contre les intérêts russes directement, puisqu'il a été un soutien de l'ancien président Saakashvili en Géorgie. Donc Hassan Salamé, d'abord, Yann Kubis, qui je crois qu'il est slovène en 2021, qui a démissionné également. Et là, on a appris il y a quelques mois la démission d'Abdoulaye Bathily, je crois en avril 2024. Et donc, ça démontre bien l'incapacité à l'ONU de trouver des solutions pour la Libye. Donc, forcément, la nature ayant horreur du vide, eh bien, se sont engouffrés dans la brèche tout un tas de pays qui, eux, n'ont absolument aucune honte de faire de l'ingérence. Alors, on va commencer d'abord par la Turquie. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan soutient en Libye le gouvernement de Tripoli, d'accord, donc de l'ouest du pays, le gouvernement de Tripoli, qu'on appelle le gouvernement d'unité nationale, le GUN, qui était représenté jusqu'à il y a peu par Fayez el-Sarraj, Fayez el-Sarraj qui a été remplacé, en tout cas le Premier ministre actuel, c'est Abdelhamid Beiba, et Abdelhamid Beiba souffre de la concurrence d'un autre gouvernement dirigé par Oussama Hamada. Bon, ça c'est un sujet, mais en tout cas on sait que la Turquie soutient la position de Tripoli, donc l'ouest du pays. Tandis que la Russie, elle, soutient le maréchal Haftar. Alors on va en parler du maréchal Haftar. Hein. Voilà un bel adversaire de l'Algérie, voire un ennemi de l'Algérie. Il soutient donc le maréchal Haftar, qui lui dirige plutôt la partie est du pays, avec le soutien des Émirats arabes unis et de l'Égypte. Alors vous voyez bien là déjà, quand vous avez le mot Émirats arabes unis et que vous avez le mot Algérie, en règle générale, hein, ça ne se passe pas très bien. Vous savez que les relations ne sont pas au beau fixe. Et vous voyez que la Russie est du côté des Émirats arabes unis. Alors, le maréchal Haftar, qui est-ce? Eh bien, déjà, c'est un homme qui a menacé l'Algérie en 2018. Ça commence mal. C'est-à-dire que c'est un homme qui est relativement hostile, qui est même très hostile vis-à-vis de l'Algérie, même aurait-il des velléités d'accaparement d'une partie du territoire algérien. Quand on connaît l'ANP, je ne lui conseille pas. Enfin bon, hein, il ira voir ensuite régler ses comptes en enfer ou au paradis, hein, en fonction de ce qui lui arrive. Mais donc, déjà, premièrement, le maréchal Haftar est un ennemi de l'Algérie. C'est pourtant l'homme qui est soutenu par la Russie. Petit problème. Deuxième chose, vous l'avez vu il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur TikTok à ce sujet-là, les troupes du maréchal Haftar ont fait mouvement vers le sud de l'Algérie, enfin vers le sud de la Libye, en frontière de l'Algérie, soi-disant pour contrôler le trafic d'armes illégales. C'est vrai qu'il y a eu d'ailleurs plusieurs saisies de la part de l'armée algérienne d'armes qui passaient par là, ce qui démontre bien que l'Algérie n'est pas du tout une alliée des terroristes du Nord Mali. Alors je vous explique, c'est très simple, en fait ce serait des Touaregs, selon la théorie. Ce seraient des Touaregs impliqués dans la guerre du Nord Mali qui feraient passer des armes illégalement via l'Algérie venant de Libye. Que ces armes aient circulé, c'est certain qu'elles continuent de circuler, ça c'est sûr que non. Puisque l'armée nationale populaire, elle, a arrêté à plusieurs reprises des trafiquants d'armes qui passaient la frontière. Donc, accuser l'Algérie de participer au soutien de la guerre au Nord Mali, c'est absurde et c'est un mensonge. Bon. Je vous laisse ça ici. Alors, vous avez le mouvement de troupes donc, du maréchal Haftar qui s'est fait aux frontières de l'Algérie. Et donc, a priori, ce serait une tentative. Donc, des alliés de la Russie, que ce soit les Fama d'un côté et le maréchal Haftar de l'autre côté, de faire pression donc, sur les Touaregs du Nord Mali pour obtenir une victoire militaire des Fama, ce qui semble relativement s'éloigner pour l'instant, mais on verra ce que ça donne. Évidemment, tout ça, je le prends avec beaucoup de légèreté, mais je sais la souffrance du peuple malien, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que je sais aussi les exactions contre les civils faites par un côté ou l'autre, d'ailleurs, que ce soit par les terroristes du Nord Mali ou bien par certains éléments de Wagner qui n'hésitent pas à faire effectivement des exactions contre les populations civiles. Et ça, mes amis, je pense que c'est assez insupportable. Et c'est là aussi une ligne de fracture entre l'Algérie et la Russie. L'Algérie ne supporte pas ce genre de traitement. L'Algérie ne soutient pas ce genre de traitement parce que lorsqu'elle voit un Malien, qu'il soit du nord, du sud, du centre, il s'en moque. L'Algérien, il voit un voisin. Et vous savez, je pense que l'Algérie en voudra beaucoup aux organisations de Wagner si les exactions continuent dans le Nord Mali. Je laisse ça là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie, elle, soutient et travaille avec Mohamed El Menfil, qui est en fait le président du Conseil présidentiel de Libye, dont le Premier ministre est Abdelhamid Beiba.
Abdelhamid Dbeibah, qui est donc l'homme soutenu par la Turquie. Donc là encore, sur le dossier libyen, il y a un désaccord dans les relations algéro-russes sur le gouvernement légitime de Libye. D'autant plus que vous le savez, il y a actuellement des accords qui sont pris entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye de coopération pour créer une nouvelle instance de représentation du Maghreb. Et donc, dans cette instance, on n'a pas M. Haftar, on a bien M. Abdelhamid Dbeibah. Bref, ce que demande l'Algérie, c'est la fin de l'ingérence dans cette région de la Libye. Il y a eu encore la semaine dernière une demande de Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, qui a dit « Je veux la fin de l'ingérence en Libye » et que ce sujet-là soit traité par les Libyens et réglé par les Libyens eux-mêmes. C'est aux Libyens eux-mêmes de régler leurs problèmes. De la même manière qu'au Mali, je demande la fin des ingérences de Wagner, puisque je veux que ce soit les Maliens du Nord et du Sud qui trouvent la solution eux-mêmes à leur conflit. Ils ont demandé l'aide de la France. La solution n'a pas été trouvée. Ils ont demandé l'aide de l'Algérie. La solution n'a pas été acceptée. Ils ont demandé l'aide de Wagner. Et pour l'instant, j'ai bien l'impression que la solution ne soit pas trouvée, même sur le plan militaire. Donc, mes amis, ce que demande l'Algérie, c'est la fin des ingérences également en Libye. Que les Russes, que les Turcs arrêtent leur ingérence. Et vous avez eu d'ailleurs un communiqué de l'organisation des tribus libyennes qui est venu soutenir totalement la position de Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien. Bon, petit sujet, mais qui est révélateur. Une autre fracture des relations algéro-russes, ça a été l'affaire Imen Khelif. Pourquoi? Parce que l'IBA, l'International Boxing Association, qui est russe, puisque le président est russe, est très largement gangréné par une certaine sphère russe. L'International Boxing Association n'a pas ménagé la méchanceté qu'elle avait en son sein contre Imen Khelif. Tout ça, évidemment, pour salir les JO de Paris 2024 dans le contexte du conflit russo-ukrainien et donc du soutien de l'OTAN à l'Ukraine. OK, don't act, je comprends. Mais néanmoins, la victime collatérale, ça a été Imen Khelif, et donc l'Algérie, et donc la Fédération sportive algérienne de boxe, et donc le Comité international de boxe de l'Algérie. Donc, là encore, on voit que les Russes n'hésitent pas à taper et à sacrifier un petit peu leur alliance, leur amitié avec l'Algérie lorsque cela est nécessaire dans la défense de leurs intérêts. Et c'est là, mes amis, que je vais me permettre de conclure. N'oubliez pas une chose. Les relations internationales dans la multipolarité, c'est-à-dire en dehors du cadre ancien que nous connaissions jusqu'ici, c'est-à-dire grosso modo un empire qui dirige le tout, qui était l'empire des États-Unis, et cet empire avec des vassaux et des adversaires. Maintenant, dans la multipolarité, c'est plus complexe que ça. On peut être allié sur certains sujets avec un autre pays et adversaire sur d'autres sujets avec le même pays. Tous les pays des BRICS sont en accord pour la dédollarisation de l'économie mondiale, c'est-à-dire sortir de l'utilisation du dollar, certes, mais est-ce que vous pensez que vous arriverez à mettre d'accord l'Inde et la Chine sur certains sujets? Non. Est-ce que vous ne pensez pas que la Chine et l'Arabie Saoudite peuvent avoir des désaccords? Est-ce que vous ne pensez pas que l'Iran et l'Arabie Saoudite puissent avoir des désaccords? Je pense que la situation au Proche-Orient est relativement claire à ce sujet. Donc, mes amis, n'oubliez pas, les relations internationales dans la multipolarité, ce n'est ni blanc ni noir, c'est un peu gris, un peu comme Michael Jackson. C'est 50 nuances de gris, comme dirait l'autre. Donc, n'oubliez pas une chose, sortons du principe de ami-ennemi. Ce mec-là est un ami indéfiniment sur tous les sujets et cet homme-là est un ennemi indéfiniment sur tous les sujets parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, aujourd'hui, peut-on dire que l'Algérie et la Russie sont en mauvais termes? Absolument pas. Absolument pas. Faut-il dire par contre que l'Algérie est alignée sur les positions de la Russie? Non. L'Algérie, comme d'habitude, a une position indépendante vis-à-vis de la Russie. Et la Russie ne se prive pas de porter atteinte aux intérêts de stabilité qui sont les intérêts algériens dans la zone subsaharienne et en Libye. Mes amis, toujours analyser, toujours penser, toujours critiquer. Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez.